Voilà, donc bonjour, j'ai pas trop de retard cette fois finalement. Est-ce que ça a démarré? Ouais, normalement ça a démarré. Donc dites-moi là, hein, ceux qui sont en direct avec moi, les premiers, bah, dites-moi si vous entendez le son, si tout va bien, etc. Pour me faire des commentaires juste pour vérifier que tout marche bien sur ma page Facebook. Euh, donc, euh, donc le sujet du jour, c'est un sujet qui, en tant que femme, me tient vraiment à cœur. Il y a peu de femmes ou d'hommes qui se sont intéressés à parler de ce sujet ouvertement. Il y en a quelques-uns quand même, mais assez peu. C'est un sujet qui est assez tabou, qui est sur la violence faite aux hommes. Ah, ça marche. Parfait. Merci Angélique. Donc la violence, c'est la maltraitance ou les abus qui sont faits sur les hommes. On a l'habitude dans notre société de parler des violences et des abus sur les femmes. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment étayé, où il y a pas mal d'enquêtes qui sont faites là-dessus. Il y a une reconnaissance des victimes qui sont identifiées comme les femmes via le patriarcat et via le mouvement MeToo et via les féministes et via tout ce qui a été travaillé, recherché et mis et offert sur le tapis dans les débats, les discussions et les médias autour des abus sexuels ou des violences faites sur les femmes. Très peu de personnes se sont intéressées aux violences faites sur les hommes. Et donc c'est mon sujet du jour. Et comme vous le savez, je suis souvent à contre-courant au niveau des réflexions, en tout cas des questionnements. Et c'est pas que j'ai une préférence pour les hommes et que j'aime pas les femmes, c'est pas ça du tout l'histoire. C'est que je me suis dit, puisque on parle de manière vraiment énorme pour les victimes et les abus faits sur les femmes et très peu sur les hommes, je dis bon, bah voilà, je vais prendre la parole pour les hommes, en faveur des hommes. D'une part, pour montrer que il n'y a pas que des victimes femmes. Il y a aussi dans les conflits familiaux et conjugaux, il y a beaucoup d'hommes qui subissent des violences conjugales et des abus sexuels aussi. On ne parle pas des abus sexuels, mais il y a des hommes qui sont abusés par des hommes et des hommes qui peuvent être intrusés par des femmes. Donc ça existe aussi. C'est moins fréquent que chez les femmes, mais ça existe. C'est pas quelque chose qui n'existe pas, mais le sujet est tabou, on n'en parle pas. Il y a une forme de honte aussi. Les hommes ont du mal à se reconnaître en tant que victimes, et donc en parlent beaucoup moins que les femmes. Et puis le mouvement des masculinistes est beaucoup moins connu que celui des féministes au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, peu de gens connaissent les masculinistes, et souvent le problème des masculinistes, c'est ceux qui défendent les droits des hommes. Eh bien, ils sont souvent aussi des hommes violents, enfin qui font la guerre, qui alimentent la guerre des sexes. Et mon propos va être aussi de vous mettre en garde sur justement cette guerre des sexes. Comment peut-on aujourd'hui prendre un certain recul pour à la fois prendre des positions, en tout cas être éclairé sur ce qui se passe entre les hommes et les femmes, entre les questions d'identité, de genre, etc., sans tomber dans la guerre des sexes. Parce que si on passe... Si on revendique l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une très bonne chose, mais que par là même, on lisse les identités, la nature biologique, les identités des genres femmes-hommes, on risque de se retrouver non seulement dans une guerre des sexes, mais si, et je vais le dire de manière plus développée, si les femmes ont continué de massacrer les hommes en les identifiant à des agresseurs, à des abuseurs potentiels, à des personnes qui seraient malveillantes ou intentionnellement un jour ou l'autre vont nous trahir ou vont nous considérer comme des objets sexuels et nous harceler, nous violenter. Et si on a cette représentation vraiment sous forme d'hypervigilance que le masculin est dangereux et qu'on le fait perdurer, on risque vraiment à terme de plus avoir d'hommes. Et si on a de moins en moins d'hommes, des hommes qui présentent un masculin positif, je déclinerai ce que c'est qu'un masculin positif pour moi, les valeurs du masculin positif, on risque de se retrouver, nous les femmes, un peu toutes seules. Et où seront les hommes pour faire des enfants, pour nous soutenir, pour bâtir, pour construire, pour nous guider
là, on n'aura plus personne. Alors, on va peut-être se retrouver entre lesbiennes, mais ce sera peut-être pas une bonne idée. Donc, je vais pas non plus avoir une posture trop excessive, parce que c'est vrai que ce sont des débats qui sont aujourd'hui avec les féministes, et notamment les féministes radicales, qui sont vraiment, je dirais, très excitatoires, hein, ou vraiment, alors, c'est des débats houleux, des choses comme ça. Donc moi, je tiens pas à prendre des positions vraiment radicales, parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Et que c'est vrai que les femmes vivent des abus et des violences sexuelles, ça on peut pas ne pas le reconnaître. Et d'ailleurs pour les chiffres, il y a quand même plus de femmes qui sont victimes de maltraitance et de violences que les hommes. Donc c'est 149 000 hommes qui sont victimes de violences au sein du couple pour 398 000 femmes qui se déclarent victimes. Alors attention, il y a aussi quelque chose qu'il faut regarder, c'est que les hommes portent moins plainte que les femmes. C'est plus habituel et usuel pour une femme d'aller porter plainte, c'est plus courant, plus facile, parce que c'est habituel, c'est rentré dans les mœurs. Les hommes ont plus de honte et plus de mal, un, à se reconnaître comme victime, et deux, à porter plainte. Donc les chiffres aussi, ils disent ce qu'ils veulent dire, mais il faut faire attention aussi aux statistiques. Mais c'est bien quand même qu'il y en ait, parce qu'on pourrait ignorer qu'il y ait des hommes qui soient abusés, maltraités, violentés. C'est comme si ça n'existait pas, mais ça existe. Donc c'est bien de ne pas ignorer que les hommes aussi se font maltraiter, et notamment par des femmes. Voilà. Et pas que, mais souvent par des femmes. Donc au niveau des chiffres, puisque je suis dans les chiffres, il y a 27% de violences conjugales sur les hommes, et 17% de cas mortels. Et donc, je sais pas, vous avez l'habitude d'entendre ce discours autour du fait que tous les 3 jours, il y a une femme qui décède sous les coups de son conjoint. Et on peut dire que, ils ont dit, il y a tous les 14,5 jours, un homme qui décède sous les coups de sa conjointe. Donc, c'est beaucoup, voilà, c'est hallucinant, hein, c'est évidemment moindre, mais c'est pas que ça n'existe pas, ça existe quand même. 10 femmes sur 100 déposent plainte contre 3 hommes sur 100. Donc, vous voyez, il y a quand même peu d'hommes qui déposent une plainte. Ils ont moins l'habitude. Bon, et puis il n'y a pas de structure, ou très peu de structures d'associations pour les hommes battus. Il n'y a pas de maisons qui vont accueillir les hommes battus, alors qu'il y a des associations pour les victimes d'agressions. Voilà, des choses qui existent, des institutions qui existent. Qui sont les hommes battus? Alors, ce sont souvent des hommes dans les enquêtes qui ont été faites entre 25 et 44 ans, qui sont en couple, souvent pas mariés, avec des revenus modestes. Mais les hommes battus sont souvent plutôt diplômés de l'enseignement supérieur, alors que les femmes battues sont sans diplôme, ou peu diplômées. Donc, bon, voilà, c'est curieux, mais c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, ils sont pas idiots. C'est-à-dire qu'ils sont souvent même plutôt éduqués, on va dire ça comme ça, une certaine culture. Mais la difficulté pour les hommes, c'est de se reconnaître comme une vraie victime. On en parle assez peu de ce sujet. Donc les victimes, ce sont en général les femmes et pas les hommes dans notre société. On n'a pas élaboré, on n'a encore pas reconnu vraiment qu'il pouvait y avoir des hommes et des femmes qui pouvaient être victimes de maltraitance conjugale. On n'entend jamais les hommes. Non, c'est les hommes qui sont les bourreaux et les femmes sont les victimes et pas l'inverse. Ouais. Même quand on est victime, on est considéré comme bourreau. Oui, alors oui, je vous ai entendu, même quand on est victime, nous disait un homme, on est considéré comme bourreau. C'est souvent dans les conflits conjugaux ce qu'utilisent les femmes, qui est de l'autodéfense, qui vont dire, c'est au cas par cas évidemment, c'est pas non plus tout le temps vrai, mais qui vont prétendre que elles se sont défendues, quoi. C'est lui qui a commencé, donc moi je me suis défendue, mais finalement, au final, ce qu'on voit beaucoup apparaître dans les maltraitances chez les hommes, effectivement, il y a des maltraitances psychiques, des humiliations, des critiques, des dévalorisations, mais il y a aussi de la maltraitance physique, de la violence physique. Elles vont parfois, et j'ai eu des témoignages d'hommes comme ça, les griffer au visage, ou les griffer, ou porter des coups avec des objets, de faire voler les objets, voilà. Et puis, il peut y avoir des déchirures de vêtements, enfin des choses comme ça. Et les hommes, eux, dans leur réponse,
vont plutôt avoir tendance, comme ils sentent, enfin, le sexe féminin, entre guillemets, fort, donc ils sentent qu'ils ont de la force, donc ils sont au courant qu'ils ont de la force, donc ils n'ont pas forcément envie de faire du mal à leur partenaire, donc ils peuvent soit la contenir, soit la repousser, mais la repousser, souvent ils se disent, si je la repousse, je peux la faire tomber. Et si je la fais tomber par terre, elle va se faire mal. Donc ils n'ont pas forcément envie de ils veulent se protéger quand la femme devient violente, mais sans forcément la blesser ou lui faire du mal. Donc ils vont retenir leur défense en fait. Certains vont fuir. Il y a je sais plus combien d'hommes qui vont partir, voilà, qui vont partir. En général, ils prennent la fuite ou quand ils font face, ils imaginent qu'ils vont la calmer, mais la calmer en la contenant, mais pas en se battant avec elle, puisque à force égale, on sait que les hommes vont dominer. Vont prendre enfin, par la force, ils vont les mettre par terre. Donc comme ils n'ont pas envie par leur force de les calmer, donc en général, ils se contiennent, ils se rétractent, ou ils les repoussent à peine, quoi, comme ça. Mais en fait, du coup, elles montent au créneau, les femmes, hein, ne se sentent pas cadrées. Elles montent au créneau et elles attaquent encore plus par la violence et parfois par la violence physique. Donc, et elles finissent par porter plainte. Et ça arrive souvent, effectivement, que certaines femmes finissent par porter plainte. Qui a commencé Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que moi, m'étant penchée sur le sujet et l'ayant préparé, j'ai écouté j'ai vu des articles de presse, des vidéos là-dessus. En ce moment, il y a le procès de Johnny Depp et de son ex-femme, là, Amber Heard, qui justement est un cas comme ça, où lui, il s'est fait maltraiter. En fait, lui, c'est la victime, et dans l'histoire, c'est elle qui s'en sort bien, puisqu'elle prétend qu'elle, c'est la victime. Et donc, elle est reconnue dans des associations, elle fait des conférences sur les victimes femmes, etc. Elle est connue pour ça. Et puis finalement, lui, il a sombré en dépression, n'ayant pas pu être vraiment reconnu, parce que ça met du temps avant qu'il a fait porter plainte, il a fait des procès, etc. Mais le temps d'être reconnu, d'être entendu, d'être écouté, d'être identifié comme la vraie victime, parce qu'il est quand même parti à l'hôpital plusieurs fois avec des coups, c'est-à-dire des cocards, des coups, avec des objets qui ont volé sur lui. Donc au final, le temps que ça a pris, il a quand même coulé dans la dépression, il est exclu plus ou moins de la scène cinématographique. Et il est cocaïnomane, enfin bon, drogué, machin. Bon, mais c'est un cas. Bon, ils sont vedettes, donc ils sont connus, mais finalement, il n'y a pas que, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'hommes, et moi j'en ai entendu dans ma patientèle ou dans les témoignages que j'ai accueillis. Je recueillis des hommes qui disent, bah oui, au final, comme j'ai pas tellement, soit j'ai porté plainte, mais quelque part j'y crois pas que je peux porter plainte ou que je peux aller en justice ou que je sois écoutée ou reconnue comme victime. Et puis de toute façon, il y a aussi chez les hommes une volonté de faire, ce sont des chefs de famille, donc s'il y a des enfants dans l'histoire, ils ont envie de sauver la famille. Il y a le côté sauveur chez l'homme. Donc en tant qu'homme de devoir, engagé dans le bateau du couple, très souvent ces hommes ont envie de ne pas faire de mal à de la sauver en fait. Ils ont envie, même s'ils sont victimes d'abus psychologiques ou physiques, ils ont quand même envie que ça s'arrange. Ils ont envie de sauver la famille. Et donc se tiennent beaucoup plus et s'identifient moins dans le rôle de victime et portent moins plainte parce qu'ils ont l'espoir que ça s'arrange. Et donc, à force de rester dans des couples et de se maintenir dans des couples dysfonctionnels comme ça, en ayant vraiment cette croyance inéluctable que bon, à un moment donné, ça va finir par s'arranger, cette pauvre femme blessée, cette chose fragile qui est la femme en face, mais qui devient violente quand même, hein. Ils finissent par tomber, eux, dans des addictions, la drogue, l'alcool, ou la dépression, en fait, ils finissent par avoir des symptômes réels, beaucoup plus graves qu'ils ne l'imaginent, sans vouloir vraiment le reconnaître. Et donc, c'est complexe parce que les hommes n'en parlent moins entre eux déjà. Ils en parlent moins en général sur la place publique. Ils n'en parlent pas tellement entre eux parce qu'il y a la honte d'être... le sexe fort n'est pas le sexe faible. Donc, ils ont honte d'être faibles, quoi, hein, de ne pas être à la hauteur. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la protection des enfants. Ouais. Quand on veut protéger ses enfants et qu'on va porter plainte, et qu'on nous dit de toute façon, vous n'aurez pas la garde.
Ah oui, il y a ça, bien sûr. Oui, Ah oui. oui, Donc, oui. qu'est-ce qu'on fait? Bon, Oui. Oui, oui, donc toutes ces histoires de... Enfin ouais, c'est vrai que la justice, pour l'instant, protège plus les femmes sur la garde des enfants, ou donne plus la garde des enfants aux femmes qu'aux hommes. Donc c'est sûr que si les hommes vont porter plainte et qu'ils risquent de se faire supprimer la garde des enfants, c'est sûr qu'ils hésitent à porter plainte en se disant, bon, finalement, au final, j'ai peut-être pas intérêt pour protéger, parce que le fameux chef de famille qui veut protéger la famille peut se dire ça. Et donc du coup, voilà, ça fait perdurer les problématiques. Mais quand même, il faut savoir, et ça je peux le dire quand même, c'est que les hommes dont les enfants sont témoins de violences faites par la femme de manière récurrente, fréquente, fait vivre à ses enfants des traumatismes, hein, parce que les enfants qui sont témoins d'un père effacé, d'un père violenté, maltraité, ils vont produire une image de l'homme qui est un homme fragile, quoi, un homme qui s'affirme pas, qui laisse la femme l'écraser, hein, et donc ça va laisser des dégâts sur la représentation du masculin plus tard. Comme on sait que les enfants que l'on éduque sont des adultes en devenir, je pense que c'est important qu'ils ne minimisent pas ces hommes qui se font maltraiter, sur le fait que de laisser les enfants être témoins de ces conflits et de ces maltraitances, ça leur porte à préjudice dans leur devenir. Eux qui ont dans une intention d'être des bons chefs de famille, des bons pères, etc., dans l'intentionnalité, ils finissent par retrouver un truc complètement contre-productif, où au final, les enfants qui sont témoins de ça, qui vont voir un père se faire maltraiter, ça ne va pas les aider dans leur construction. Et le fait de ne pas porter plainte, de ne pas se positionner finalement en tant que victime, ça laisse la place au bourreau. Parce que les années passent et on n'a plus de témoignages de ces moments où l'homme a été violenté, et c'est fini, ça sera sa parole, il n'y aura plus de témoignage de la justice. Oui, et il se trouve, par rapport à ce que tu dis, c'est que les femmes ont souvent l'habitude de porter plainte longtemps après les abus, hein, on l'a vu dans les histoires de harcèlement sexuel, voilà. Alors que les hommes, eux, quand ils vont porter plainte, c'est des violences du moment, c'est de la maltraitance du moment, mais ils vont pas aller porter plainte sur la femme qui était le bourreau de l'histoire d'avant. Donc, c'est pas habituel déjà de porter plainte pour les hommes, mais encore moins d'aller porter plainte sur leur ex-compagne. Bon, donc vous voyez, déjà tu vois la complexité. Ça ne sert pas pour les autres. Non, parce que pour l'instant, en tout cas, dans les mœurs actuelles, ce sujet est tabou. Donc ils n'ont pas déjà tellement l'idée d'aller porter plainte. C'est pas tellement dans leur esprit. La première chose à faire, c'est de se protéger, c'est d'essayer de contenir, de faire en sorte que ça s'arrange. Et puis de se sentir souvent, de méconnaître en fait. Il y a une méconnaissance chez l'homme, il y a des zones aveugles, comme quoi, c'est pas si grave que ça, ça va s'arranger, c'est comme les femmes battues, c'est la même chose, hein. Aujourd'hui ça va pas bien, mais bon, peut-être ça va s'arranger. Et puis j'ai entendu certains hommes me dire ah mais je suis fière, elle a du caractère. Oui, elle me griffe, elle me saute dessus, mais bon, elle a du caractère, oui, mais enfin, il y a une forme de méconnaissance. Comment tu peux accepter qu'une femme, qui ait du caractère, mais qui soit violente? Entre avoir du caractère et être violente, il y a quand même une nuance. Surtout si elle le fait de manière récurrente et que ça passe pas que par des coups, d'ailleurs, ça passe aussi par le fait de critiquer de manière insinueuse, sans arrêt, de dévaloriser, de définir aussi, de lui dire qu'il n'est pas capable, qu'il ne sait pas faire, voilà, c'est souvent sur des phrases comme ça, et puis de le réveiller dans la nuit, de lui dire, de le maintenir en état d'épuisement finalement, ou en hypervigilance constante, qui fait que l'homme s'épuisant là-dedans, il devient de plus en plus fragile et a encore plus de mal à mettre ses limites, c'est-à-dire à se défendre. Puisque le masculin se reconnaît dans le sexe fort, on leur a tellement fait croire ça, même pas mal, même pas peur. Donc, ils se défendent moyennement, quoi. Il n'y a pas que ça. C'est que même si on se considère comme le sexe fort, il y a, et je pense qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, des hommes qui ont un certain niveau d'études sont plus maltraités que les autres. C'est parce qu'on a un discernement. Et on sait très bien que si on lui en claque une, c'est nous qui allons en tôle. Aujourd'hui, c'est pas tout le temps comme ça. Alors, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des hommes qui ont porté plainte.
dans les témoignages que j'ai recueillis, les hommes qui ont porté plainte, mais qui avaient fait un travail de psychothérapie, soutenu par des psychiatres, qui avaient vu clair dans le fait qu'ils ne pouvaient pas accepter tout et n'importe quoi, et que la femme qui était violente ou maltraitante était psychologiquement névrosée. J'avais le cas d'une femme qui était érotomaniaque, sur lequel cet homme s'était marié, un homme médecin, enfin, tu vois, bon, il s'est marié avec elle. Sexuellement, il y a souvent dans les violences faites sur les hommes, il y a souvent une sexualité qui est forte quand même. Donc il y a une accroche sexuelle. D'où elle a du caractère elle a du caractère. Qui crée il y a une forte sexualité, mais ça va avec la violence, la sexualité. Oui. Hein. Oui. Donc du coup, ça fait un peu passer tout ça. Voilà. Hein. Donc il y a de la violence, mais il y a une sexualité qui accroche. D'où une dépendance aussi, et une difficulté à mettre la limite. Et donc dans cet exemple, il avait eu du mal quand même. Il a fallu que la psychiatre, et pourtant il était dans la partie, c'était un médecin. Donc il avait travaillé aux urgences, c'est pas comme s'il n'était pas de la partie, mais il avait vraiment eu du mal. Il fallait qu'une psychiatre lui ait mis le doigt dessus en lui disant mais non, mais cette femme, elle est érotomaniaque. Donc à ce titre-là, on va la suivre. Et puis en plus après, elle s'était érotomane et elle s'était mise à boire. Souvent, ça va. Quand il y a de la violence chez les femmes, ça peut aller aussi avec de la drogue et d'alcool, hein, parce que quand on est violent, qu'on soit un homme ou une femme, de toute façon, c'est qu'on a été traumatisé enfant. Il n'y a pas de violence chez les comportements d'adultes sans qu'il y ait des traumatismes importants dans l'enfance. Ça n'existe pas, ça. Hein. C'est pas une fatalité, c'est pas un truc qui nous tombe sur la tête. Un enfant sécurisé qui a été aimé, choyé normalement, ne va pas développer, ou très rarement, ou alors il a eu des traumatismes après à l'école, où il s'est fait agresser physiquement, ou violenter, ou je sais pas quoi, ailleurs que dans la famille, et ça c'est tout à fait possible, où il a subi des accidents, je sais pas quoi, mais c'est pas comme ça vous tombe pas dessus à l'âge adulte comme ça. Donc femme ou homme, s'il y a de la violence, c'est qu'il y a eu des traumas dans l'enfance. Donc on peut comprendre, sans excuser ou sanctionner, et surtout se faire traiter, parce que cette femme qui était violente, là c'était pour lui des harcèlements, 500 SMS par jour, même après surtout ça a commencé après le divorce, où elle envahissait, elle s'était mise sur son ordi, et puis elle contrôlait toute sa vie, etc. Donc il a été obligé de la poursuivre en justice, il a porté plainte, ça a marché, etc. Mais bon, il avait du mal, lui, à reconnaître que c'était lui la victime, et que c'était elle qui était vraiment... dans un cas pathologique ici, une pathologie. C'était très difficile, et il a fallu que la psychiatre lui mette le poing sur le livre pour qu'il comprenne que oui, il y avait vraiment un problème de son côté. Pourquoi ? Parce que l'homme, lui, ce qu'il se disait, il se disait oui, mais bon, je suis engagée, donc je me suis engagée, je ne vais pas me désengager comme ça, je me suis mariée. Deuxièmement, la pauvre, elle est fragile. Donc, si elle est malade, je vais faire en sorte de la sauver. Il faut que je sois là pour elle, hein. Le sauveur. Je vais pas la laisser comme ça alors qu'elle est au plus mal. Hein. Bon, elle commençait à se droguer, tout ça, à boire de l'alcool. Je vais justement pas la laisser parce qu'elle est mal. C'est parce qu'elle est mal que je dois être là pour elle. Voilà. Et donc là, mais au prix de son sacrifice. Hein. Et puis toujours, oui, je vais pas l'abandonner. Il y a vraiment ce truc de l'engagement chez l'homme. Hein. C'est l'archétype du masculin on retrouve ici l'archétype du sauveur et l'archétype du chef, de l'engagement. Donc si je suis engagée, je ne vais pas me désengager comme ça en 2 minutes, alors que ça fait partie de mes valeurs, quoi. Et si en plus il y a une sexualité forte, oui, et souvent ça va avec une sexualité forte qui fait qu'ils ont du mal à y voir clair, ces hommes-là, et à prendre du discernement, et à dire non, là il faut que je mette une limite, c'est non acceptable, non admissible de me faire maltraiter de cette manière-là, quoi. Et donc ils font perdurer des histoires pendant des années, hein, ça peut durer des années, où ils continuent, mais surtout la différence avec les femmes, c'est que les femmes vont en parler plus facilement, parce que socialement, elles ont plus l'habitude aujourd'hui de porter plainte et d'être entendues et reconnues comme victimes, les hommes beaucoup moins, et ils ont tendance, eux, à s'isoler. Et même s'ils en parlent à leurs amis, souvent ils minimisent en fait les faits. Il y a la honte d'être maltraité par une femme en fait, et de ne pas savoir gérer en fait. Hein. Donc ils ont beaucoup de mal avec ça. Voilà. Donc il veut pas lui faire de mal. C'est pour ça qu'il hésite
la bousculer ou lui rend, c'est rare quand il rend coup par coup. Ça arrive, c'est très rare, hein, ça arrive, mais la plupart des hommes qui seront maltraités, la première réaction, c'est je me protège. Et ou je m'isole, ou je me protège, ou je vais essayer de parler, de communiquer après. Mais la première réaction, c'est pas tu me donnes un coup, je te rends un coup. C'est mon truc, ça. Donc c'est important de savoir que ces hommes-là, en fait, en se maintenant dans des relations comme ça, ils se mettent en danger. Et quand ils se mettent en danger, ils mettent leur couple en danger et leur famille en danger. Parce que quand on met des limites à une femme, eh bien, quand un homme met des limites à une femme, quand il recadre une femme, en général, il se fait respecter. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu même des témoignages, j'en ai très souvent des témoignages de femmes qui m'ont dit, et j'en avais une pas plus tard que dans la séance il y a une demi-heure, qui me disait, qui traitait son homme, mais de manière pas très sympathique, ma foi, d'homme trop gentil. Et donc, puisque tu es trop gentil, moi je suis à 2 doigts de te quitter, parce que, tu me satisfais pas sexuellement, le mec trop gentil, trop con, quoi. Donc tu t'occupes des enfants, c'est bien, mais t'es gentil, et moi j'aurais besoin d'un homme qui soit plus droit dans ses bottes, un cow-boy, et toi tu es trop gentil garçon. Donc elle lui dit ça, elle lui balance ça comme ça, et donc lui, il se ratatine, quoi. Hein. C'est vrai que les hommes aujourd'hui ont du mal à tenir leur masculin, parce que les valeurs du masculin sont décriées, sont dévalorisées. On veut des hommes, les femmes veulent des hommes à la fois gentils, mais à la fois qui les protègent et qui les cadrent. Cadrent dans le sens de mettre des limites. Parce qu'un homme qui ne met pas de limite à une femme, elle lui monte dessus, quoi. Elle le bouffe. Et c'était le cas, j'ai eu plein de femmes qui m'ont dit, moi, s'il me répond pas, s'il me cadre pas, quand je commence à être agressive, impulsive, non contrôlante, hein, quand j'arrête de contrôler mon impulsivité et que je déborde, si le mec ne me recadre pas fermement, je lui grimpe dessus. Je grimpe dessus, c'est-à-dire je mange dessus. Hein. C'est-à-dire que là, elle prend le pouvoir, en fait. Et s'il se ratatine dans le petit garçon et ne veut pas être méchant et continue de vouloir jouer la posture du gentil garçon, alors là, elle le bouffe complètement. Et ça fait monter son agressivité à la fin. Mais ça fonctionne quand la femme en face, elle est normale. Oui. Parce que mettre des limites, ça fonctionnait pour moi. Mais quand elle était alcoolisée, je peux mettre toutes les limites que je voulais. Ça c'est sûr. Ouais. Mais là, ça marche plus. Non, mais c'est sûr. Donc, je sais pas si vous avez entendu, mais effectivement, là, on est sur mettre des limites à une femme qui n'a pas sombré dans l'alcool et la drogue. Mais effectivement, mais que ce soit un individu, femme ou homme, hein. Dès que vous avez quelqu'un qui est sous contrôle des effets de l'alcool ou de la drogue, c'est sûr que là, vous pouvez mettre des limites, la personne, elle est déjà plus là, quoi. C'est encore pire. Donc, c'est encore pire. Donc là, c'est pas la meilleure manière de gérer la situation, c'est sûr. Et c'est souvent le cas parce que les femmes violentes ou les hommes violents ont souvent des addictions, puisqu'ils sont tellement mal dans leur peau que ça va souvent avec l'alcool et la drogue. Et ça les arrange, en fait. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà, il y a des cas ici dans la salle. Le problème, c'est de rester dans des relations comme ça en croyant que ça va s'arranger. Ça, c'est terrible pour ces hommes qui font ça. Pour mon expérience, moi, j'ai attendu de partir, non pas en attendant que ça s'arrange, mais en attendant d'avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir prendre les enfants et partir avec. Oui, parce que là, alors pour les hommes qui se disent, mais si... effectivement, si j'arrête la relation, elle va garder les enfants et je vais être privée de mes enfants. C'est pas être privé, c'est qu'ils étaient en danger. Ah oui, ils sont en danger. Oui. Ah oui, alors je vais être privée, oui, ils sont en danger parce qu'avec cette femme, si elle tient pas la route, ils vont être en danger. Elle tient pas la route avec le mari, donc pas des enfants. Bah oui, si elle est, ça peut être le cas effectivement. Hein, si ces femmes sont maltraitantes, c'est que souvent elles vont pas bien et si elles vont pas bien, elles peuvent avoir du mal à éduquer leurs enfants de manière correcte, adéquate. Et donc, le père qui voit ça, il va se dire, effectivement, il peut se dire, moi, je fais attention, parce que comme les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus facilement reconnues comme des victimes et gardent des enfants, on la garde des enfants plus facilement. Après, il faut faire appel à des procès, à des psychiatres, etc. Ouais, tu peux en parler. J'ai été très bien conseillé par mon avocat, j'ai été très bien conseillé par un gendarme. À chaque fois que j'appelais. Donc toi, tu avais une femme qui était alcoolique. Et
À chaque fois que j'appelais la gendarmerie pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils viennent constater ce qui se passait, à chaque fois, ils disaient non, on ne se déplace pas pour ça, monsieur. Et puis, on a beaucoup de mal à se faire croire de la part de la gendarmerie qu'un homme qui fait 1m80 et 90 kg puisse se faire frapper par une femme. Ouais. Donc, il ne se déplace pas. Mais par contre, j'ai eu une fois un gendarme qui a été bienveillant et qui m'a dit, mais par contre, si vos enfants sont tout seuls chez eux avec leur mère et que ça ne va pas, on est obligé de venir. Parce qu'il y a des mineurs. Donc, en gros, il m'a tout simplement fait comprendre que quand ça se passait, je prenais la voiture, je pars de chez moi, je les appelle. Ben oui. Ça m'a permis d'avoir des preuves, ça m'a permis d'avoir des constats de gendarmerie, plus tout un tas de constats de gendarmerie, des accidents sur la voie publique, en état d'ébriété de la mer, etc. J'ai quand même mis 5 ans parce que les enfants n'étaient plus avec leur mère alors qu'ils étaient en danger. Allez. Ben oui. Donc, Mais quand tu partais, elle s'en prenait aux enfants? Elle était libre par terre. Donc, du coup, j'appelais, mais il y a un problème, allez-y. Ils sont en danger, ils n'ont plus de surveillance. Oui. Donc, et malgré ça, j'ai mis 5 ans à ce que la mère ne soit plus, enfin que je ne sois plus obligé, que les enfants ne soient plus obligés d'aller chez leur mère, alors qu'ils ne voulaient pas y aller. Mais ouais. Oui. Donc, bon, c'est des cas qui existent quand même. Voilà, c'est pas un cas isolé, hein. Il y a quand même des hommes qui vivent des choses comme ça au jour d'aujourd'hui. Et effectivement, ça serait bien, c'est pour ça que je fais des conférences comme ça, parce que ça serait bien de permettre aux hommes d'être identifiés aussi comme des victimes et pas de donner la parole qu'aux femmes qui sont victimes ou violentées ou abusées, même s'il y en a moins que les hommes, mais ça n'empêche pas que ça existe aussi, ces cas de figure existent. J'ai envie de dire que les femmes peuvent être des bourreaux. Ben oui. Oui, mais tu vois... Ben bien sûr, les femmes peuvent être des bourreaux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, c'est que dans la représentation majoritaire, c'est les hommes qui sont des bourreaux, des prédateurs, des violeurs, des abuseurs. C'est l'homme des cavernes, quoi. Hein, le mâle brut, etc. Ou assoiffé de pouvoir, ou avec ses biscottos, ou alors le macho ou le mec qui se la pète avec sa bagnole, son fric et machin. Donc bonjour l'image. Ou alors, et les femmes sont des pauvres êtres fragiles et des agneaux et des proies, et qui vont se faire violenter. C'est ni vrai ni faux, c'est excessif. Et puis on ne croit pas. Donc, mais on ne vous croit pas parce que pour l'instant, dans la représentation mentale, les hommes sont identifiés aux abuseurs et les femmes aux abusés, aux victimes. Donc c'est facile, c'est une femme qui mesure 1m60 et 62 kg, elle prend le bar, elle te fait mal. Mais même ça, les gens ne comprennent pas qu'on ne se défend pas. C'est pas qu'on se défend pas. Moi, je me souviens, il y a des moments où je ne frappais pas, parce que j'avais la réflexion derrière, si je la frappe, je suis mort. Oui, puis c'est pas une bonne idée de frapper une femme. Donc même en l'immobilisant, en lui tendant les poignets, le lendemain, elle allait porter plainte parce qu'elle avait des coups au poignet. Ouais. Bon, ça, c'est le cas de l'histoire de Judy Deep et Amber Heard, où effectivement, elle arrive quand même à porter plainte et à être écoutée, reconnue, et l'homme a du mal à être reconnu. Bon. Et qui c'est qui est passé devant la gendarmerie, qu'on a pris en photo de tous les sens avec machin, etc. C'est moi, c'est pas elle. Ah ouais, mais ça reste assez fréquent. C'est important que vous ayez d'entendre des témoignages comme ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus... on ne peut pas nier qu'il y a aussi des femmes qui sont... pas nier qu'il y a des femmes qui sont violées, qui sont abusées, qui sont maltraitées. Ça existe, évidemment que ça existe. Mais on ne peut pas nier qu'il y a aussi des hommes... Voilà, il y a des deux côtés, des histoires parallèles comme ça. Et c'est bien de reconnaître aussi les hommes qui sont maltraités au lieu de faire genre, bah non, puisqu'ils sont forts, voilà, ils peuvent se défendre. Bah, des fois, la plupart, effectivement, il y en a beaucoup qui ne veulent pas se défendre parce qu'ils ne veulent pas passer pour des méchants. Et il faut voir aujourd'hui et ça c'est important de le souligner, c'est que il y a un biais aussi en ce moment de par ce mouvement féministe qui prend de l'essor et qui revendique que le patriarcat a fait beaucoup de tort, etc. Et pourquoi pas, mais en même temps dans la représentation actuelle on voit que les hommes même les hommes ont cette même image que leur transmettent l'idéologie féministe, qui est les hommes sont potentiellement des méchants, des prédateurs, des abuseurs, des agresseurs. Et comme les hommes n'ont pas envie de donner cette image, d'avoir cette image, eh bien ils vont avoir envie de jouer aux gentils, sans prendre conscience de cette affaire.
parce que ils vont épouser le discours des féministes, en fait des féministes, donc de ces femmes souvent blessées, qui en grandissant revendiquent qu'on est violé et qu'il faut faire quelque chose contre les hommes parce qu'ils sont potentiellement dangereux et plus forts que nous et vont nous mettre au tapis, il n'y a pas d'égalité. Et donc en épousant, quand les hommes épousent ces discours féministes, à ce moment-là, alors à ce moment-là, comment voulez-vous que les hommes aient une représentation positive du masculin? C'est juste pas possible, parce que eux-mêmes pensent comme les femmes, que le masculin est dangereux. Donc si vous pensez, vous les hommes, qu'il faut se méfier du masculin, qu'à tout moment vous pouvez basculer dans la violence, que peut-être pas vous, mais les autres autour, les autres hommes sont des grosses brutes et que à tout moment ils peuvent être dangereux, à bas le patriarcat, etc., on est mal embarqué, parce qu'on va se retrouver entre nanas toutes seules. Parce que à massacrer le masculin sans arrêt, où sont les hommes? On fait plus de tort que de bien au final. Oui, on ferait moins de tort, les femmes, quand on se plaint de l'homme que je connais, de les 10 hommes, des 50 hommes que je connais. Ça laisse tous les autres, je les connais pas. Donc ce sont peut-être des mecs bien, des mecs très bien, des mecs plus moches que ceux que je connais, mais c'est pas les hommes, c'est ces hommes que je connais. Oui, tout à fait. Ça change rien. Oui, c'est sûr que plutôt que de parler de généralisation, c'est mieux de parler de son expérience avec un échantillonnage connu, plutôt que de généraliser sur l'ensemble des hommes. Et ce qu'on fait tous quand on est traumatisé, d'un point de vue psychologique, c'est ce qui se passe. Quand on a vécu un abus, qu'on soit un homme ou une femme, on va avoir un phénomène qu'on appelle un phénomène de généralisation, c'est-à-dire qu'on va généraliser sur l'ensemble des hommes, si on a été abusé en tant que femme par un homme, on va généraliser que tous les hommes sont potentiellement des abuseurs. Donc on va parler au nom de tous les hommes, et si on est un homme maltraité par une femme, on va se méfier des femmes pour les prochaines relations. Et c'est souvent le cas, hein. Les hommes qui ont été maltraités, ils vont mettre des années avant de s'en remettre et commencer à se méfier des femmes, à se dire « oh là là, elles sont potentiellement dangereuses », et donc commencer à se méfier de l'engagement. Je vous rappelle qu'une des valeurs du masculin, c'est l'engagement. Donc si les hommes commencent à se méfier des femmes parce qu'ils les trouvent redoutables, ou justement peu reconnaissante de leur masculin, eh bien à ce moment-là, à ce titre-là, ils vont se méfier et avoir de moins en moins envie de s'engager. Ce qui est un cas actuellement. C'est le cas. Pour les femmes reprochent aux hommes de ne plus vouloir s'engager. On s'étonne que, alors il n'y a pas que pour ces facteurs-là, mais ça peut être aussi, ça peut faire partie des raisons et des facteurs, comme quoi les hommes ont moins envie de s'engager au jour d'aujourd'hui parce qu'ils ont peur des femmes. Et ils ont peur du raisonnement des femmes. Et ils se disent, moi, si je m'engage dans des histoires comme ça, soit les femmes avec qui je m'engage, elles peuvent me monter dessus, me traiter de gentil garçon, de ne plus reconnaître, en fait, ce masculin honorable et louable. Et alors, à ce moment-là, ils n'ont plus envie de s'engager. Entre celles qui sont violentes, qu'on n'a plus envie de voir, celles qui sont féministes, qu'on n'a plus envie de voir. Donc forcément... on va plus s'engager. Mais le pire, c'est qu'on a envie de s'engager. Oui, mais ça fait partie du masculin. Inconsciemment, on n'y arrive plus. Ok, donc je ne parle pas pour tous les hommes, mais il y a certains hommes qui sont un peu traumatisés du féminin qui prend le pouvoir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs du féminin sont en vogue et prennent quand même le pouvoir sur les valeurs du masculin. Et c'est pour ça que c'est important de réhabiliter, de rééquilibrer, ce qui ne veut pas dire que les valeurs du masculin doivent dominer le féminin, mais c'est pas pour ça, pour autant, que les valeurs du féminin doivent dominer le masculin. Un auteur, un intellectuel canadien, un psychanalyste, clinicien canadien qui est connu, qui s'appelle Jordan Peterson, qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il prend justement à contre-courant les féministes et qu'il décrit justement ce côté un peu conservateur du masculin. Il a fait beaucoup de vidéos pour les jeunes hommes, pour aider les jeunes garçons, les jeunes hommes en devenir à se réapproprier ces valeurs positives du masculin qui ont été un peu perdues. Eh bien, il s'est fait un peu huer, quoi. Enfin, il a eu pas mal de... Ouais, il s'est fait allumer, il s'est fait huer. Et en même temps, maintenir des positions comme ça, c'est prendre le risque de se faire allumer, et en même temps, si plus personne ne défend la virilité et les valeurs du masculin positif,
on va alimenter la guerre des sexes et on va se retrouver bien mal en point. Parce que s'il n'y a plus d'hommes qui s'engagent, s'il n'y a plus d'hommes qui veulent être des chefs de famille, s'il n'y a plus d'hommes qui veulent nous protéger, s'il n'y a plus d'hommes qui veulent, par leur courage et leur loyauté, nous soutenir à nos côtés, à nous les femmes, on va se retrouver bien mal en point. Donc c'est quand même important de pas aller trop loin dans ces affaires d'égalité, de réciprocité, hein, même si c'est honorable de vouloir l'égalité, mais l'égalité au niveau de la nature, c'est-à-dire de la biologie, de ne pas reconnaître qu'il y a une inégalité des genres, c'est-à-dire un homme ça restera un homme, une femme ça restera une femme, même si on peut passer dans l'androgyna, c'est-à-dire certains peuvent être agenrés, comme aujourd'hui il y a beaucoup de discussions autour des genres, hein. Je suis une femme, j'ai envie de devenir un homme, je suis un homme, j'ai envie de devenir une femme, donc pourquoi pas. Mais en même temps, la majeure partie des hommes ont envie de rester hommes et des femmes rester femmes, parce que c'est la biologie qui est construite comme ça et qui va générer une forme de complémentarité, pas que pour la procréation, mais aussi justement parce que ça va s'emboîter dans l'homme qui va protéger, jouer son rôle du masculin et la femme se sentir aimée et soutenue par le masculin, hein. Et sinon, vous avez vu les dérives, hein, le féminin qui ne trouve pas un masculin suffisamment fort et verticalisé, va grimper sur les hommes, va grimper sur le masculin. On prend le pouvoir, une femme furieuse, une femme qui prend le pouvoir sur les hommes, elle est toute puissante. Et dans la toute puissance, on s'y retrouve pas. On réclame un homme fort. Et en même temps, on veut un homme gentil. Donc on est complètement dans l'ambivalence. Et c'est le bordel complet. Dans la prise de pouvoir, et que d'entendre ça, que ce soit l'homme qui va y prendre le pouvoir ou la femme sur la femme, ou la femme sur l'homme, de toute façon, on est dans un déséquilibre. De toute façon, sûr. On va vers la souffrance. De toute façon. On est complémentaires, on n'est pas du tout... Donc je reviens sur Jordan Peterson, que j'aime bien, qui est vraiment un intellectuel hyper intéressant, au jour d'aujourd'hui, qui est très connu. Quand il a fait ses prises de position, il s'est fait allumer. C'est pas possible, quoi. Mais c'est intéressant, parce que de toute façon, il faut bien qu'il y ait un contre-courant. Sinon, on n'est même pas conscient que les valeurs du féminin sont les valeurs qui sont les plus actualisées. On s'en rend même pas compte. On s'en imprègne de plus en plus. Donc, quelles sont les valeurs, pour remettre un peu, parce qu'on va me demander, mais c'est quoi les valeurs du féminin et les valeurs du masculin? Je rappelle les valeurs du féminin. Les valeurs du féminin, c'est la tolérance, la bienveillance, l'unité, c'est-à-dire l'unité, c'est-à-dire le retour à la matrice. On fait disparaître la séparation, on revient au un, hein, dans le magma universel. Donc, donc c'est l'accueil, c'est la réceptivité, c'est l'abandon, on s'abandonne. Hein. C'est l'amour, c'est l'émotionnel, enfin, bon, voilà. Et c'est quelque chose qui ne dirige pas, c'est quelque chose qui ne structure pas, hein, parce que les valeurs, ça c'est plutôt les valeurs, l'harmonie, la bienveillance, la tolérance, la générosité, enfin tout. Voilà, c'est toutes ces valeurs-là, mais c'est surtout la non-séparation, c'est l'unité. Alors que les valeurs du masculin, c'est l'épée, hein, donc je tranche, c'est la verticalité, l'autre c'est l'horizontalité. C'est aussi le masculin, c'est la séparation, hein, le père, l'énergie père. C'est pour ça qu'on a besoin des hommes, parce que c'est aussi l'énergie père avec un grand P, et l'énergie père va séparer la dyade mère-enfant. Oui. Et c'est extrêmement important que le père joue son rôle de père, parce que aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, c'est que quand la mère va pas bien et elle utilise l'enfant en termes d'otage affectif pour son bien-être affectif, si elle manque d'affection, et que le père ne vienne pas séparer la dyade mère-enfant, l'enfant est otage de ça et grandit en devenant borderline, bien souvent. Parce qu'il n'y a pas de limite, il n'est pas séparé de sa mère. Et donc dans ce prolongement-là, il n'est pas construit. Il ne peut pas se construire en tant qu'adulte, individu autonome et séparé. Donc c'est vrai que la fonction père est une fonction structurante qui sépare. Et ça a lieu d'être, si c'est là, c'est que ça a son sens, ça a lieu, ça existe parce que ça a besoin d'exister. Donc quand on veut supprimer le masculin avec cette fonction essentielle qui est la fonction de la séparation, aussi la fonction de la direction, on va se trouver très très mal. Et c'est pour ça que c'est important de réhabiliter les valeurs positives du masculin, que je viens de décrire, mais le masculin c'est aussi... guider, hein, aller vers un objectif, driver, c'est la loi aussi, c'est poser des règles, hein, c'est structurer. Hein. C'est le pragmatisme. C'est aussi le pragmatisme, voilà. Mais je veux dire, c'est complémentaire, il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. C'est juste que ce sont des valeurs qui sont complémentaires et pas forcément, qui sont différentes
Et ces valeurs ont leur place. Mais comme on est plutôt dans un masculin, enfin, on décrit les valeurs du masculin, on rejette les valeurs du masculin positif, et on met en avant les valeurs du masculin négatif. Le masculin négatif au jour d'aujourd'hui, c'est cette image des hommes un peu cucul à praline, là, qui sont musclés, qui dans les publicités, là, on les voit, qui vont vendre un parfum, ou qui sont dans leur salle de musculation hyper narcissique, voilà, ou qui sont dans le pouvoir, ou des choses comme ça, ou qui gagnent de l'argent, bon, bref. Donc, tout ça, c'est bien gentil, mais ce sont des images qui dévalorisent le masculin, et qui rétrécissent le masculin à quelque chose d'un peu ridicule, en fait. Et quand on dit aussi, bah oui, mais les hommes sont des machos, alors on dirait soit c'est des brutes épaisses, soit c'est des prédateurs, soit ils sont cucul à praline à vouloir se la péter sur la scène publique avec du fric et des trucs de richesse, là, et bon, avec leur goût de prendre le pouvoir avec leurs grandes épaules, parce qu'ils sont musclés, beaux et forts, et ils font un grand sourire, bon d'accord, mais c'est une manière de rétrécir et de ridiculiser le masculin et de le réduire à pas grand-chose. Parce qu'en fait, les valeurs du masculin, c'est pour ça que je voulais aussi rendre hommage à la virilité, parce que les valeurs du masculin positif sont nécessaires et essentielles. Et pour nous, les femmes, si on s'en départit, on est mal embarqué, quoi. Et cette guerre des sexes qui n'en finit pas va vraiment générer des dégâts sur nos enfants en devenir. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pour ça que quand je parle de ce thème de la maltraitance faite sur les hommes, ça va au-delà des maltraitances, même de l'homme et lui-même. Mais alors, ça dépend des cultures, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ces représentations qu'on a et à mettre un peu plus de conscience sur notre imprégnation culturelle actuelle des valeurs du féminin qui grandissent, en fait. Hein. On est beaucoup dans la compassion, la tolérance, l'amour. C'est quand même un discours ambiant qui est un joli discours. Je ne suis pas en train de dire c'est pas beau, c'est pas bien. Tout ce qu'on voit à travers on voit apparaître à travers l'essor du développement personnel, c'est aussi tout le côté positif, la lumière, l'amour, développer la compassion, développer la générosité. Bon, ça, ce sont des valeurs du féminin. Donc, on voit apparaître cet essor des valeurs du féminin, mais contre un essorage des valeurs du masculin, pour le coup, ou une dévalorisation des valeurs du masculin. Donc c'est dommageable, parce que quand on fait grandir un côté et rétrécir de l'autre, on va se retrouver avec un déséquilibre. Et c'est quand même ce qu'on voit apparaître. Et même au niveau, je dirais plus général, même au niveau culturel, quand on voit qu'on ne veut pas différencier les pays, par exemple, c'est comme on franchise, hein, que dans les magasins, on veut plus qu'un magasin unique et plus de séparation de différents magasins, comme on le voit, il y a beaucoup de franchises et plus de petits commerçants. C'est la même chose à travers les pays. Quand on veut de l'unicité et qu'on veut ramener à un magma qui unifie au lieu de séparer et de diviser, les valeurs du masculin, c'est séparer. Les valeurs du féminin, c'est remettre du rond, hein, remettre de l'ensemble, de l'unicité. Quand c'est un qui est plus fort que l'autre, s'il y a plus d'unicité, on va se retrouver dans un magma indifférencié. S'il n'y a plus de séparation, on ne va pas toucher dans la choucroute. Donc, juste l'idéal, même dans les pays, c'est d'avoir et du masculin et du féminin à la fois. C'est ça, mais bien sûr, c'est partout. En fait, ces valeurs, c'est partout, à tout niveau, que ce soit dans le commerce, dans le marketing, que ce soit au niveau des pays, hein, parce que si on veut lisser, là on était sur le lissage des genres, si on veut lisser les différences culturelles dans les pays en disant on va faire plus qu'un seul pays, un pays où on est citoyen du monde, on fait un et un seul pays, et on est tous frères et sœurs et on s'aime tous les uns les autres, plus de pays différents, plus de cultures différentes, on est de toute façon dans ces valeurs du féminin qui vont, à force de lisser tout et n'importe quoi, on va se retrouver mal barré. Parce que c'est juste pas possible. On a besoin de différenciation, on a besoin de séparation, on a besoin de division pour pouvoir trouver une forme, épouser des formes différentes. Parce que si on va pas être tous les mêmes, on est des clones là. Tous les pays pareils, toutes les cultures pareilles, tous les hommes et les femmes à égalité. Alors à force de vouloir de l'égalité partout, on fait n'importe quoi. Donc à un moment donné, il faut prendre un peu de recul parce que ça se décline partout. Même dans l'universel, même dans la politique, même dans la culture. Même. Bon, donc on voit ces valeurs du féminin qui sont à la mode et qui prennent un essor pas possible, pendant que les valeurs du masculin déclinent de plus en plus, pas que via
vais pas non plus mettre sous terre les féministes, hein, il n'y a pas que les féministes qui sont pour ça, parce qu'il y a une responsabilité collective de dévaloriser les valeurs du masculin. Pourquoi les masculins, les hommes mais parce qu'ils ne veulent pas être méchants et mauvais. Les hommes ne veulent pas... Mais attends, mais ces discours ambiants sont incroyables. C'est-à-dire que les hommes comme les femmes n'ont pas envie d'être de mauvaises personnes. Ils ne veulent pas être identifiés à des prédateurs, à des abuseurs, à des agresseurs, à des hommes dominants. On ne veut pas être des hommes, on ne veut pas être des méchants. Donc, ne voulant pas être des méchants, on va épouser les formes des valeurs féminines, enfin les discours féministes, et beaucoup pour les hommes. Et du coup, ils sont perdus, parce qu'ils veulent être gentils, des gentils garçons. Nous, on l'a vu, combien de fois on l'a vu dans les stages de tantra, hein, en tant que participant ou animateur, parce que moi j'anime des stages. Donc, combien de fois j'ai vu des hommes complètement perdus dans leur positionnement vis-à-vis des femmes, voulant être gentils, voulant draguer, mais en même temps ne voulant pas draguer, parce qu'ils se disent « Merde, si je commence à montrer que je suis trop dragueur, à ce moment-là, je vais me faire allumer comme étant un prédateur. » Mais en même temps, j'ai envie de la draguer, mais ils savent plus quoi, et en même temps, ils se font marcher dessus, mais en même temps, ils sont maladroits, et en même temps, ils veulent être gentils, en même temps, ils veulent être des hommes. Donc, ça patauge complet. Et moins ils se positionnent de manière claire et qu'ils assument leur virilité, et bien plus les femmes prennent le pouvoir, quoi. Et leur fait tort, leur font du tort. C'est-à-dire qu'elles veulent des hommes qui assument, qui soient droits dans leurs bottes, et en même temps, elles n'en veulent pas parce qu'elles disent « Oui, mais enfin, si un macho, c'est un mec qui va me prédater, qui va me consommer, je suis qu'un objet sexuel. » Donc en fait, elles ne savent plus ce qu'elles veulent. Je crois qu'il y a une part des femmes qui, dans le couple, veut bien être, qu'il y ait cette disparité homme-femme avec la protection, avec le masculin positif et le féminin positif. Mais après, quand elles sont dans la société, elles veulent se conformer à ce qu'elles lisent dans les journaux, dans les magazines, etc. En disant « Moi, je suis une femme libre, je suis indépendante, je suis autonome, ouais. Et surtout, je ne veux pas montrer aux autres que je ne suis pas comme ça. » Autant qu'elles ont une attitude complètement différente quand elles sont seules dans le couple ou quand elles sont en société. Oui, aussi, cette revendication de l'autonomie, que ce soit chez la femme, oui, l'égalité qui passe par l'autonomie et l'indépendance chez les femmes, effectivement, elles peuvent aussi leur faire du tort à revendiquer... Je veux bien être en couple, mais je veux être libre. Je veux bien être en couple, mais je veux être libre. Oui, on peut le retrouver aussi chez les hommes, hein. Je veux être en couple, mais libre. Alors bon, ça c'est encore un autre thème de conférence qui pourrait être énoncé une autre fois. Mais je reviens sur la violence faite aux hommes, la violence et la maltraitance. Et aussi, il y a une question ici qui a été posée, c'est est-ce que quand le partenaire est violent, ne se rejoue pas un scénario traumatisant par enfant? Oui, je l'ai déjà dit, mais je le redis, effectivement. Soit les enfants qui ont été victimes d'agressions, de maltraitance physique ou sexuelle, psychologique ou physique, vont soit plus tard devenir soit des victimes, se refaire traumatiser en devenant de nouveau victimes de violences, hein, soit reproduire le schéma de l'agresseur et donc devenir des agresseurs. Et parfois, il y en a qui vont être résilients, qui vont faire ni la victime, ni l'agresseur. Mais très souvent, ces enfants traumatisés, comme ils n'ont pas été capables de mettre leurs limites, ils n'avaient pas le droit de s'opposer ni de mettre des limites, de défendre leur territoire, puisque l'adulte était un géant et prenait le dessus, était dominant, et leur imposait leur autorité, et a pénétré dans leurs frontières. C'est ça qui se passe quand il y a de la maltraitance, l'autre pénètre dans tes frontières, il te détruit quelque part, hein, il veut te détruire, et donc, parce qu'il perd le contrôle. Et donc celui qui est abusé, et surtout les enfants, qui n'ont pas la possibilité de mettre un stop, eh bien, n'a plus dans son équipement cette compétence à repousser, à dire non, tu ne viens pas dans mon intégrité, toi je te mets à distance. Il ne peut pas le faire, cet enfant, donc il va engrammer ça, il va perdre dans son équipement cette réponse d'attaque, ou de fuite, mais surtout d'attaque, donc d'opposition. Et donc ces enfants qui deviennent des adultes, qui n'ont pas cette réponse d'attaque possible, vont avoir du mal à se protéger, en fait, à repousser les agresseurs. C'est pour ça qu'ils sont finalement très souvent retraumatisés en redevenant des victimes d'agresseurs. Et si ce sont des petits garçons qui ont été maltraités par l'autorité d'un père, par exemple, ou voire d'une mère, ils vont souvent redevenir des victimes de femmes maltraitantes.
Ça, c'est tout à fait logique, puisqu'ils n'ont pas voulu faire de mal à maman, ou ils se sont fait abuser, enfin, hurler dessus par papa, ou taper dessus par papa ou maman. Et donc, ils ne savent pas se défendre, ils ne savent pas se protéger en disant non, non, c'est non. Indifféremment du père et la mère. Oui, indifféremment. Et encore, si c'est un petit garçon avec sa maman, on ne veut pas faire de mal, on aime sa maman quand on est enfant, mais même si on lui pardonne tout, et même si elle nous fait du mal, on préfère se sacrifier que de ne pas être aimé de sa maman. Donc on se sent responsable, et ça c'est chez les victimes, on va le voir systématiquement, c'est que la victime se sent responsable. C'est pour ça que les hommes maltraités ont du mal à quitter cette femme violente, parce qu'ils se disent c'est moi qui fais faux, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui cloche, c'est moi qui dois faire des erreurs ici. Donc ils se remettent en question et ils ont du mal à dire mais non, elle est vraiment violente, il faut arrêter cette relation, elle ne va pas bien du tout, il faut que j'arrête de me faire maltraiter, c'est inadmissible. Hein? L'enfant, il a imprégné que c'était lui qui était défaillant. C'est ça. Donc ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que ça reste, et c'est pour ça que la victime reproduit ce rôle de victime. La victime enfant a tendance à redevenir une victime plus tard, parce qu'elle continue de se dire que c'est elle qui fait faux, c'est elle qui fait des erreurs, c'est elle qui est défaillante. Et elle n'a pas appris à dire stop, elle ne pouvait pas mettre un stop, et elle n'est pas objective, et elle ne sait pas se protéger efficacement. Donc même si l'homme qui est maltraité par une femme, il se dit, bon maintenant c'est plus admissible, en fait il le dit 5 minutes, mais au bout de 10 minutes il ne tient pas. Il dit qu'est-ce que j'ai fait moi pour en enlever la... Il dit qu'est-ce que j'ai fait moi, et puis il ne tient pas les limites de manière ferme. Bah oui, parce que quand maman nous tape et qu'on est petit, c'est pas maman qui est méchante. C'est moi qui suis méchant. C'est moi qui ai fait une bêtise. Notion de bêtise, pas d'expérience. Oui, c'est moi qui ai fait une bêtise. Ouais. Donc, ça reste toute la vie. Ouais, ça reste. Sauf si à un moment donné, on fait une thérapie, puis on met ça en question. On dit attends, là, il faut que je voie clair. Ouais. Cette femme est maltraitante, donc non à la maltraitance. Ça veut dire, ça non. Je reconnais que c'est pas possible, et je dois d'abord me défendre pour ma vie. Si je suis chef de famille, arrêtez de voir que mes enfants soient témoins de ça. Donc je me protège pour ma vie et je mets une limite ferme et définitive. Bon, après, il y a cette histoire. Il y a cette histoire. Moi, ce qui m'a donné le déclic de prendre les enfants sous le bras et de partir, c'est qu'à force, mon fils, un jour, est venu me voir en me disant « Papa, t'es méchant avec moi. » Et ça, j'ai pas supporté. Ah oui, t'es méchant avec moi? Méchant avec maman. Méchant avec maman, ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte que de vouloir protéger les enfants en leur cachant la vérité sur leur mère, ils étaient en train de penser que c'était moi le méchant. Et là, j'ai dit stop, je m'en vais. C'est ce que tu avais de mieux à faire. Ouais, ça c'est une arme aussi de vouloir protéger les enfants et de cacher. Voilà, dans les valeurs du masculin, il y a je protège la femme et les enfants. Ça, c'est l'archétype du masculin, ça. Hein. Donc, c'est pas toujours conscient chez les hommes, mais il y a ce côté sauveur, il y a ce côté je protège. Par nature, on l'a vu pour la survie de l'espèce, l'homme a protégé la femme et les enfants. Chez les mammifères, c'est pareil. Souvent, les mammifères supérieurs, pas tous, mais protègent la nichée et la femme pour la survie de l'espèce. Donc, c'est inscrit très profondément et très biologiquement que l'homme veut protéger. C'est un protecteur dans son archétype quand il n'est pas complètement tordu. Donc il y a tout naturellement cette envie de protéger sa femme, même si elle nous fait du mal et qu'elle n'est pas très gentille avec nous, et surtout les enfants. Mais des fois, ça devient, comme tu l'expliques très bien ou tu le témoignes, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire on fait tout à fait l'inverse, c'est complètement contre-productif. Ça fait l'effet inverse. Oui, vouloir cacher l'alcoolisme de leur mère aux enfants, vouloir cacher la violence, vouloir cacher tout ça, il arrive un moment où les enfants ne voient plus que qu'on peut les séparer. Oui. C'est-à-dire que pour eux, c'était papa qui tape maman. C'est ça. C'est ça. C'est intéressant, hein. Oui. Et si j'avais pas eu la réflexion de mon fils ces jours-là, je serais peut-être parti, mais plus tard. Donc voilà, donc ce côté sauveur, ce côté chef de famille, cette forme de naïveté qu'ont les hommes, certains hommes, à croire que ça va s'arranger, qui gardent l'espoir que... je sais pas, que tout peut aller bien dans le meilleur des mondes un jour ou l'autre, que je sais pas quoi, enfin c'est une forme de naïveté. Hein. Naïveté ou de déni. Oui, ou de déni, il y a du déni, puis aussi il y a les femmes qui disent, elles se reconnaissent rarement coupables, parce que les hommes battus, enfin les femmes battues par les hommes, souvent les hommes après se culpabilisent, ils disent
disent à la femme, ah oui, mais j'aurais pas dû, la prochaine fois je le ferai plus. Les femmes reconnaissent rarement à l'homme en disant, je le referai plus. Par contre, elles disent plutôt que ça va s'arranger aussi. Voilà. Puis il y a les médecins aussi. Hein? Il y a les médecins aussi. Et les médecins. Les médecins qui nous font croire que ça va s'arranger. Les psychiatres, les addictologues, etc., qu'on voit les uns après les autres qui nous disent non, mais nous on va la soigner, monsieur. Oui, non, mais des fois ça s'arrange pas. Voilà. Des fois ça s'arrange, des fois ça s'arrange. Et puis finalement, un jour, ils nous annoncent que dans ce cas-là, il y a moins de 1% de résultats positifs dans leur soin. Ouais. Alors après, c'est au fur et à mesure de vos expériences que vous devez sortir, vous les hommes, du déni, c'est-à-dire de voir la réalité en face. Bon, ça s'arrange ou ça ne s'arrange pas. D'en parler entre eux, de porter plainte, d'oser porter plainte, d'oser en parler avec des hommes autour de vous faire aider, et pas de vous isoler toujours et encore plus en minimisant la souffrance. Parce qu'il y a une vraie souffrance aussi de se faire maltraiter. Il y a le fait qu'on peut s'isoler, mais quand on en parle, on est isolé. Ouais. Parce que les gens ne veulent pas entendre ça. Et le tabou à nouveau qui revient. Donc du coup, les gens s'écartent. Et oui, alors c'est pas systématique, mais c'est vrai que les hommes qui parlent de leur maltraitance sont moins reconnus. C'est moins facile pour les hommes que pour les femmes. Parce que c'est moins fréquent, on en parle moins. C'est moins médiatique, c'est plus tabou, c'est moins, voilà, c'est plus ignoré. On veut plutôt voir que les hommes sont plutôt potentiellement dangereux que les femmes, enfin, etc. C'est dur le tabou. Il y a un archétype que la femme est douce, gentille, belle et fragile, et l'homme dur, brut. Si je peux me permettre une métaphore. Quand on voit une gazelle se faire tuer par un lion, tout le monde dit « la pauvre gazelle », mais si on voit une gazelle tuer un lion, on ne va pas dire « le pauvre lion ». Non. On va dire « ouais, la gazelle, vas-y ». Vengeance. Oui, c'est un peu la même histoire, mais c'est bien de recadrer, de remettre les choses un peu à leur place. Il n'y a pas que des prédateurs violents et méchants, et d'ailleurs, puisqu'on est sur le monde animal, en réalité, il n'y a pas de... On pourrait dire d'une certaine manière qu'il n'y a pas de violence, en fait. Quand le prédateur chasse la gazelle, si le lion chasse la gazelle, il n'est pas en train de se dire « je suis violent » intentionnellement. Il le fait pour se nourrir. Mais il ne se dit pas « je suis violent ». D'ailleurs, beaucoup de prédatrices dans le monde animal, femelles, c'est elles souvent qui vont chercher le gibier. Bon, dans la chasse, c'est des femelles. Dans le monde animal. Sensible. Pour l'animal faible, donc on est sensible. Donc voilà. Alors j'ai dit pas mal de choses. Donc je voudrais quand même vraiment et moi en tant que femme vraiment, puisque je suis très en alliance quand même avec les hommes et très sensible sur la violence dans le monde, que ce soit homme ou femme. J'ai une particularité qui fait que je suis en contact avec l'enfant intérieur des individus. Et donc, quand je vois quelqu'un qui est violent, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, je sais que par ailleurs, dans son enfant intérieur, il y a eu de la violence enfant, il y a eu de la maltraitance, et que du coup, cette personne reproduit des schémas de violence, donc devient agresseur à son tour, parce qu'il y a une petite personne qui est en souffrance, qui est tellement démunie que pour se protéger, elle devient agressive. Elle prend le pouvoir en étant l'agresseur. D'autres vont rester ratatinés et redevenir des victimes. Mais bon, c'est dramatique. On est toujours dans des reproductions de schémas de drame. En fait, on ne s'en sort pas dans des trucs comme ça. On est toujours dans la souffrance. Et donc, moi qui ai cette sensibilité particulière à tous les enfants de la Terre, et notamment à l'enfant intérieur chez mes patients, ou même pour vous, etc. Donc, quand je vois cette violence qui se perpétue et qui n'arrête pas de se perpétuer, et que quelque part il y a des méconnaissances, des invisibilités, et notamment là je suis sur le thème des hommes abusés, maltraités, violentés, c'est juste incroyable de voir qu'à ce moment-là, quand on méconnaît, quand il y a des zones invisibles, on fait qu'augmenter la violence et la souffrance de cette humanité qui part en sucette là, qui est en train de partir en live. Donc si vous vous branchez sur la violence et que vous comprenez les mécanismes en jeu psychologiques qui sont organisés et qui construisent la violence,
il y a tout un travail évidemment de pédagogie à faire aux parents maltraitants qui vont devenir des adultes, soit victimes, soit agresseurs à leur tour. Ce qu'Alice Miller avait très bien décrit dans la pédagogie noire. Mais c'est vraiment intéressant, il y a quand même 70% des familles qui sont encore dans les violences familiales et conjugales, quoi. Donc les enfants sont 70%. Donc 70% d'enfants soit subissent de la maltraitance, soit voient leurs parents se maltraiter ou se disputer ou des trucs pas possibles, quoi. Ou se dévaloriser ou se critiquer, enfin bon, bref. Donc c'est quand même majoritaire cette violence. C'est le regard de l'humanité. Bah oui, donc c'est bien de sortir, déjà d'en parler, de voir qu'est-ce qu'on peut faire chacun à sa mesure, d'être en contact avec cette sensibilité que je peux avoir mais que vous pouvez avoir aussi, pas dans une forme un peu pour moi un peu bisounours du style la lumière, l'amour, la générosité. Bon, c'est bien ces valeurs du féminin, mais vraiment il faut prendre un peu de recul et voir qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes et dans les archétypes culturels aussi, hein, parce qu'il y a les archétypes qui traînent, que les hommes sont, depuis le patriarcat, des abuseurs et des prédateurs, et les femmes des petites gazelles fragiles et qui vont se faire prédater. Donc ça, c'est culturel. Donc c'est important de croiser la nature et la culture, hein, donc la biologie, notre essence, et les histoires qui émanent de notre culture, et de faire un peu le point là où on en est aujourd'hui à notre époque, et de voir cette imprégnation de nos croyances, de nos pensées, de nos manières de réfléchir et de voir le monde, et de prendre un peu de recul par rapport à ça, et de voir qu'est-ce que moi, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que chacun d'entre vous, vous avez individuellement. Bah oui, je pense qu'on peut prendre un peu de recul sur ces sujets, au lieu de rentrer comme des moutons en pensant tous la même chose, parce que tout le monde dit à peu près pareil, ah oui, les hommes sont plutôt moches, méchants et mauvais. C'est dans les sociétés judéo-chrétiennes, beaucoup. Oui. Puisque pour ma part, ayant vécu en Afrique et au Togo notamment, parce que bon, tous les pays d'Afrique n'ont pas les mêmes cultures, il y a tellement de tribus différents, mais le Togo, c'est un pays où on est dans un système matriarcal, oui. Et où la valeur de l'homme en tant qu'homme est reconnue et récompensée, même si c'est au départ un régime matriarcal avec des reines qui elles ont le pouvoir, mais en reconnaissant l'homme tel qu'il est. Et je me souviens d'une phrase d'une femme africaine que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui était du Togo, qui a dit « Soyez les hommes que vous êtes magnifiques ». Ben oui. Donc c'est un hommage à la vérité. Yes. Je pense qu'il faut qu'on soit plus nombreux pour rendre hommage à ces valeurs du masculin positif, à ne pas les oublier, à ne pas les mettre de côté, à les revaloriser. Il y a de toute façon des valeurs du féminin positif et des valeurs du féminin négatif. Hein. Tout à fait. Comme il y a des valeurs du masculin négatif que j'ai déclinées tout à l'heure, il y a des valeurs du féminin négatif. Qui sont importantes dans cette conférence. Ben oui, donc... les négatifs, c'est celui qui entraîne la violence chez l'homme. Et ben oui, les valeurs du féminin négatif, c'est cette toute-puissance de la femme qui a besoin d'être cadrée quand même, qu'on lui mette des limites, qui a du caractère, mais qui est violente, mais qui a du caractère. C'est la furie en fait, hein, c'est l'archétype de la furie. Ça veut rien dire avant la furie, c'est celle qui est dans la toute-puissance et qui écrase finalement, qui est un féminin écrasant. Un féminin revanchard, ouais. Un féminin qui revendique, qui se veut écrasant, qui veut nier la moitié de la population, c'est-à-dire les hommes. Et on est dans la violence. Voilà. Et donc là, c'est un féminin qui est dangereux. Ouais. Donc ce masculin tout puissant, hautain, méprisant, qui alimente aussi la guerre des sexes, pour moi, est aussi dangereux que le masculin négatif. Hein. Donc il faut faire attention, et c'est pour ça que m'étais intéressée aux travaux de Jordan Peterson, qui avait très bien fait le point justement sur réhabiliter les valeurs du masculin positif, parce qu'en ce moment on est plus dans les valeurs du féminin positif que les valeurs du masculin positif. Et est-ce qu'il y a des endroits où on décrit un peu le féminin négatif? Pas tellement. Et bien c'est dommage. Pas tant que ça, c'est pour ça que je le fais. Oui, ça m'intéresse. Pas tant que ça. Ça résonne. Il y a moins d'endroits, il y a moins d'espace et moins de lieux où on parle du féminin négatif, puisque la parole majeure, c'est ces valeurs de la compassion. Mais ça déséquilibre. De la générosité. Ça déséquilibre. On n'est pas des vierges. Oui, on n'est pas des vierges, on n'est pas des saintes. On n'est pas des saintes. Je crois qu'il faut tout simplement avoir un regard sur le moment présent. Quand j'entends, peut-être pas toutes, mais beaucoup de femmes parler, et notamment les féministes qui parlent des hommes, mais on a l'impression qu'elles parlent des hommes d'il y a 100 ans en arrière. Il faudrait peut-être qu'elles regardent ce que sont devenus les hommes aujourd'hui. Ou d'une poignée d'hommes.
Oui, Nous ne sommes pas des hommes. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, faudra que tu auras les féministes qui vont t'écrire des petits mots. Je les écrirai avec plaisir. Tu répondras aux féministes. Voilà, les hommes d'il y a 100 ans en arrière ne sont pas les mêmes hommes qu'aujourd'hui. Bah, c'est sûr. Oui. Mais par contre, quand on les entend parler, on a l'impression qu'elles parlent des hommes d'il y a 100 ans en arrière. Alors pas tout, parce qu'il y a quand même, je rappelle, alors je vais quand même mettre le bémol, parce qu'il y a quand même des femmes qui se font maltraiter, il y a quand même, j'avais donné une femme sur meurtre, voilà, un homme sur tous les 14 jours,5, donc bon, voilà, mais bon, ça existe, mais c'est pas non plus systématiquement tous les hommes, et il y a beaucoup d'hommes, quoi, que je rencontre, en tout cas dans ma clientèle, et même autour de moi, qui ont envie d'être des gentils, quoi. Qui vénèrent, qui aiment le féminin, qui aiment la femme, et qui ont envie d'être des gentils, quoi. Pas gentil, c'est bienveillant. Bienveillant, oui, bah, ce que j'appelle gentil, c'est de la bienveillance. C'est, voilà. Bon. Alors, j'ai des questions, là, en direct. Comment sortir d'un isolement, d'un homme qui a été maltraité, hein, un isolement savamment mis en place et cultivé par l'intéressé, il n'est déjà pas simple d'en prendre conscience. Bah, c'est pour ça que j'en parle. C'est que pour déjà que vous entendiez à travers cette conférence que les hommes ont tendance à s'isoler alors que les femmes vont plutôt facilement en parler et porter plainte. Donc c'est bien déjà d'en prendre conscience que le réflexe c'est de s'isoler et de ne pas en parler, donc de rétracter avec ça, ça va aggraver leur cas. Et puis plutôt que d'être dans l'étoile de l'araignée et de se rester comme une araignée là, dans le filet de l'araignée, et de rester isolé et seul avec ça, demandez de l'aide, faites-vous accompagner, faites une thérapie. Thérapie, mais aussi les amis, vos amis proches. Ouais. Il y a des personnes qui vont reconnaître, qui vont être... Alors ceux qui vous reconnaissent pas dans votre souffrance et prennent parti pour votre compagne, vous lâchez, laissez tomber. C'est pas des personnes qui sont aidantes pour vous. Non. Faites alliance avec des personnes qui reconnaissent vraiment ce que vous vivez, les faits, et qui vous mettent les points sur les i, comme l'exemple que je citais, cette psychiatre qui dit mais non, votre femme, regardez, elle n'est pas que fragile, elle est ottomane, donc arrêtez de vous raconter n'importe quoi, vous n'allez pas la sauver comme ça, ça va pas, même si vous êtes médecin, vous n'allez pas la sauver comme ça va pas le faire. Et c'était vrai. Alors, autre question, sincèrement je ne peux pas être empathique avec une personne qui reproduit la violence à l'âge adulte parce qu'il a été violenté à son enfance. Ça s'apprend. L'empathie, c'est regarder derrière les apparences. Ça ne veut pas dire excuser. Ça veut dire se mettre à la place d'eux, voir que derrière cette personne qui est agressive aujourd'hui, eh bien, elle ne peut pas contrôler son agressivité et qu'il y a un enfant intérieur qui est complètement démuni et qui exerce du coup pour se protéger de l'agressivité, voire de la violence. Ça ne veut pas dire qu'il faut la fréquenter. Hein. Moi, je ne vais pas fréquenter des gens violents, je n'ai pas trop envie, mais ça ne veut pas dire que je ne les comprends pas. Et donc, ça dit comment peut-on l'aider après son passage pour qu'il se reconstruise et pouvoir refaire confiance en soi et en l'autre. Soit vous avez les moyens, soit la personne n'est pas trop embourbée dans ses problématiques de victime ou d'agresseur et a des moments de lucidité où vous pouvez lui faire comprendre que ça serait bien de se faire aider, soigner, accompagner, traiter. Parce que c'est quand même le boulot des thérapeutes hein, de faire ça. Si cette personne adulte est agressive et qu'elle reconnaît que c'est pas ok d'être agressif, qu'on peut faire autrement, qu'elle peut se remettre en question, c'est bien. Il y a des personnes qui sont agressives qui ne peuvent pas se remettre en question, c'est toujours de la faute de l'autre. Donc vous lâchez, passez à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé de rester en relation ou en couple avec quelqu'un qui ne peut pas se remettre en question. Donc si vous pouvez l'aider, c'est bien. Si vous ne pouvez pas l'aider, c'est bien. C'est pas grave. On ne peut pas aider tout le monde. Si on n'est pas sauveur de l'humanité. Si la personne ne réalise pas qu'elle n'est pas capable de s'en sortir. Alors voilà, j'entends ça. J'étais sûre. Une tendance n'est pas la norme. Attention au bien en tout genre, la domination masculine est encore bien présente. Oui et non. Donc je vais mettre un bémol. C'est vrai et c'est faux. Je reprends les chiffres. Reprenez les chiffres. Il y a effectivement plus de femmes qui sont maltraitées et qui sont violentées par les hommes, mais il y a quand même pas mal d'hommes qui sont aussi dans des situations critiques. Et la violence n'est pas que physique dans les couples, c'est des violences souvent d'humiliation, des violences de moquerie, de dévalorisation. Et elle paraît beaucoup plus anodine, mais elle est quand même répétitive bien souvent. Et même, elle est même souterraine. Oui. Parce que quand les femmes disent « t'es trop gentil »,« t'es pas assez ceci »,« t'es pas assez cela »,« tu ne fais pas assez l'amour », etc., il y a une forme quand même de violence souterraine qui n'est pas reconnue.
Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse un peu, qu'on ait un peu de discernement et qu'on arrête de dire sans arrêt, parce que ça commence à m'énerver, qu'on arrête de dire sans arrêt le patriarcat, la domination masculine, les hommes sont vraiment méchants, les hommes sont des abuseurs. Ben, je n'ai pas dit que c'était faux, mais c'est pas vrai, c'est pas dit que c'est tout le temps vrai. Il faut remettre les choses à leur place et arrêter de tenir ce discours ambiant qui est excessif. Et c'est de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence faite aux femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des violences faites aux femmes. Il faut reconnaître aussi qu'il y a une autre partie et rééquilibrer la situation. Il y a des violences faites aux hommes et que souvent les hommes ne manifestent pas. Ils en ont honte, ils ne manifestent pas parce que, je le dis et je le redis, ils n'ont pas envie d'être... Ils ne sont pas identifiés à la victime, ils ont du mal, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas tellement entendus. La virilité est plutôt bas de gamme en ce moment, hein, c'est pas la mode la virilité. Hein. Donc avec tout ça, faut s'y retrouver. Mais le manque de discernement m'énerve, et c'est pour ça que je fais souvent des conférences sur des thèmes à contre-courant, que ce soit sur ça ou que ce soit sur d'autres thématiques d'ailleurs, peu importe. Parce que les mouvements dogmatiques finissent par m'agacer parce qu'il n'y a pas de recul en fait. Et quand on est dans un dogme, ça veut dire qu'on est convaincu qu'on a raison et on n'a aucune compétence pour questionner, remettre en question et surtout se documenter sur la question pour arrêter d'être dans un discours unique et ambiant qui est soi-disant le discours vrai. Donc c'est mieux quand même d'avoir une connaissance aussi au niveau de l'histoire, de la culture, au niveau de la philosophie, au niveau donc d'un croisement des sciences, que ce soit au niveau de la physique, que ce soit au niveau de regarder un peu les sujets avant de parler, de dire oui j'ai raison, on est dans le patriarcat et toujours aujourd'hui on est sous l'emprise de la domination masculine. Et ça dépend dans quelle société on vit. On est en Occident ici, il y a quand même beaucoup moins, et tu parlais de l'Afrique, donc il y a quand même beaucoup moins d'effets impulses des hommes qui sont encore que tous des dominateurs, tous des méchants, tous des violents. Bon, faut arrêter de tenir ce discours généralisateur. Enfin, voilà. Avec un petit peu d'empathie, juste quand on a un homme en face, on essaie de voir comment il est. Oui, après c'est au cas par cas. Je dis pas qu'il faut pas se méfier et qu'il n'y a pas d'abuseurs, j'ai pas dit ça non plus, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est important aussi d'avoir des outils pour décoder, pour comprendre et cerner et avoir des éléments. Alors tiens, j'ai un très bon exemple d'une de mes patientes cette semaine qui... tiens, c'est un bon exemple, tiens, je vais vous donner cet exemple-là. Une jeune femme qui était en lune de miel et ils voulaient s'engager tous les deux très amoureux, etc. Il lui dit je veux un enfant de toi. Au moment où elle tombe enceinte, lui il se rétracte. Elle comprend pas et elle finit. Il vient quand même à son avortement, il la soutient, puis après il se rétracte, il disparaît dans la nature. Donc elle se dit, elle conclut, cet homme m'a mis sous son emprise, c'est un pervers. Je me suis fait manipuler et j'ai des angoisses. Bon, sur ce, elle vient en thérapie, elle travaille aussi en parallèle avec un psychiatre. Et en tirant les vers du nez, en creusant un peu, ce que je lui demande, est-ce que tu avais des éléments sur lesquels tu pouvais t'appuyer, comme quoi il n'était pas que tout beau, tout merveilleux, etc. Mais il y avait quand même des choses qui n'allaient pas dans cette relation, qui auraient pu donner un peu du grain à moudre. Elle me dit oui, mais bon, j'ai pas fait attention, il était un peu possessif, bon d'accord, mais bon, c'était pas grave, j'ai pensé que c'était normal, machin. Et non, il était donc possessif. Donc quand un homme est possessif ou une femme est possessive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en insécurité. S'il est en insécurité, ça veut dire qu'il se méfie de vous, qu'il pense qu'il va être trahi, et qu'il est vous avez un enfant intérieur qui est terrorisé dans une peau d'adulte, et qui se dit, même si je me marie avec elle, et que c'était son cas d'ailleurs, j'ai un enfant avec cette femme, un jour ou l'autre, elle va me tromper, elle va me trahir, donc oulala, m'engager avec une femme qui va me trahir dans le futur, je suis mal barrée, parce qu'il commençait, ce mec, à lui faire des plans sur ses ex, elle a du désir pour d'autres hommes, elle aura du désir pour d'autres hommes. Donc c'était un jeune adulte qui était méfiant vis-à-vis des femmes, parce qu'il avait lui-même eu des problèmes. Donc ces traits paranoïaques qui apparaissaient dans cet exemple-là montrent qu'en fait, cette femme qui disait l'homme qui était sûr, elle s'était fait manipuler, c'était un méchant, c'était un mec qui l'avait lâché, non engagé, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, ce mec lui-même avait tellement peur d'elle, tellement peur d'être trahi par elle, qu'il avait lâché l'affaire. Donc, ils étaient tous les deux aux mêmes endroits. Donc, quand on ne voit pas derrière les apparences, on peut rester... Elle m'a dit, heureusement que vous êtes passé par là, parce que sinon, j'aurais cru, pour mes autres relations,
que tous les hommes sont potentiellement dangereux, que je dois me méfier toujours et encore, et qu'un jour ou l'autre, ils vont me trahir. On s'en sort pas. Probablement, cet homme-là, s'il était tellement touché, c'est qu'il aimait profondément cette femme. Sinon, il n'aurait pas été... Oui, bah, il avait envie de s'engager, mais en même temps, il y avait une partie qui avait envie de s'engager et une partie qui avait peur de s'engager. Parce que si j'imagine que je vais me faire trahir, j'ai peur de m'engager. Et j'aspire à m'engager pour trouver de la sécurité. Donc voilà, donc c'est complexe, ces histoires sont complexes. Si vous ne regardez pas un peu derrière les apparences, vous pouvez vous convaincre que votre partenaire est méchant, est manipulateur, est un pervers narcissique, ça c'est encore le terme très à la mode, et que les hommes sont plus des PN que les femmes. Mais bon, on trouve des hommes et des femmes PN, hein, pervers narcissiques des deux côtés. Donc c'est important de sortir un peu de votre carcan et de regarder un peu plus sur qu'est-ce qui se joue derrière ou qu'est-ce que je me raconte, et faire le tri de quelle est la part du vrai, du faux là-dedans, avant d'être fixé sur vos convictions en vous disant oui, j'ai bien raison de croire que il est mauvais, elle est mauvaise, etc. Qu'est-ce qui se joue derrière? On pourrait croire à la diversité, puisqu'on parle beaucoup de diversité. Il y a des pervers narcissiques, il y a des gens très bien, il y a des gens équilibrés. Enfin, il y a quand même peu de pervers narcissiques, c'est quand même à peine 2% de la population. C'est quand même donc, pas très fréquent. Ça fait quand même 1% d'hommes, 1% de femmes. Voilà. Donc tomber dessus, il ne faut pas avoir de chance. Ouais, et puis... Je crois qu'on a plus de chances de gagner l'euro-million. Il y a plein de chances d'être heureux par votre côté. Hein. Enfin, oui, c'est sûr. Bon, ben voilà, à moins que vous ayez... pourquoi les gentils aiment les méchants? Pourquoi les gentils aiment les méchants? Les gentils aiment les méchants. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi les gentils aiment-ils les méchants? Pourquoi les gentils aiment-ils les méchants? Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Déjà, rien que la question est alambiquée. Mais pour moi, c'est gentil n'a qu'un œil. Je ne vois pas comment on peut... Donc les gentils n'aiment pas les méchants. On n'est pas maso par essence. On n'est pas masochiste par nature, par essence. On a plutôt envie de se faire du bien. C'est juste que, je l'ai dit, les personnes trop gentilles dans le sens de ne sachant pas se protéger efficacement n'ont pas cette compétence et donc minimisent et méconnaissent, leur compétence de se défendre, donc de mettre des limites, et vont penser que c'est elles qui font faux et donc minimisent et en même temps vont être attirées par des personnalités qui sont plus assurées, plus affirmées, l'illusion qu'elles vont être protégées, plus sécures, avec cette illusion d'être protégées. Puis il y a autre chose, c'est que... Voilà. Mais les gentils n'aiment pas les méchants par masochisme, ça n'existe pas. Il y a autre chose, c'est que, en tout cas pour moi, j'arrive pas à imaginer quelqu'un qui soit méchant. Oui, alors c'est pas méchant volontairement, mais c'est agressif, violent, voilà, etc. Déséquilibré. Déséquilibré. Il faut entendre quand même qu'il y a des êtres humains. Oui, il y a des ce que j'appelle des dossiers lourds. Mais là, on parle de gentils, Des gens très traumatisés. Des gentils méchants, voilà, moi je m'y retrouve pas là-dedans. Il y a les gentils et les méchants. Non, ça veut rien dire. Équilibré, déséquilibré, ça me paraît davantage. Oui, il y a des personnes fonctionnelles, dysfonctionnelles, il y a des personnes traumatisées qui ont des séquelles des traumatismes, qui sont blessées, et plus on est blessé, plus on va être convaincu qu'on a raison et ne pas se remettre en question. Et je reviens sur ce féminin blessé qui aujourd'hui sont la majorité partie des féministes, du courant féministe radical, pas des féministes qui ont tout intérêt à exister pour ce qu'elles apportent comme égalité. Il faut reconnaître que leur travail est magnifique aussi par ailleurs. Mais pour la radicalité et pour celle qui alimente la guerre des sexes, moi je ne suis pas d'accord. Et à ce moment-là, on va retrouver dans beaucoup de ces femmes, des femmes qui ont été abusées, qui ont été violées, qui ont été maltraitées, donc des femmes blessées, qui vont prendre parti et être convaincues et voire agressives avec leurs convictions à partir d'un endroit où elles ont été blessées. Et agresser l'homme. Et agresser l'homme, et batailler, militer, etc. Mais ça part d'un endroit de blessure. Donc quand on comprend que ce sont des femmes blessées, on voit les choses différemment déjà. Et c'est pas pour autant qu'on les excuse de vouloir tuer la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les hommes. Donc voilà, c'est de la même manière, hein, j'ai dit, on peut comprendre, ça ne veut pas dire qu'on excuse, mais on peut comprendre d'où ça part. Et ça, c'est toujours important de voir derrière les apparences, de voir qu'il y a beaucoup d'enfants blessés en nous. Cet enfant moi, ce petit garçon, cette petite fille qui est en nous, qui est majoritairement... qui a encore, à l'âge adulte, énormément de séquelles de nos traumatismes de l'enfance qui restent invisibles et qui nous laissent des traces de manière permanente et souvent indélébile dans nos manières de raisonner, d'être convaincus, de se défendre, de se protéger.
et d'alimenter la violence au final, et d'alimenter cette violence qui est inouïe, quoi. Mais en même temps, la violence, il y a toujours un petit Hitler en nous, et c'est bien de le voir aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a une mère Teresa aussi. Et il y a une mère Teresa. Voilà, bah merci de m'avoir écouté. Je pense que j'aurai des commentaires. Je suis même persuadée que j'aurai des commentaires sur ce thème un peu sensible, on va dire. Et c'est ok, hein. Je veux juste que si vous faites des commentaires, que ce soit pas des commentaires comme ça, oui mais enfin comment, enfin que vous soyez un peu qu'il y ait un peu de documentation là-dedans. Voilà. Merci à tous, et puis bientôt pour une prochaine conférence ou un prochain atelier. Je vais donner des ateliers ce week-end, j'en donne un sur la sécurité intérieure, et puis le prochain, chaque mois je donne un atelier de 2 jours et des conférences. Les prochains ateliers sont en Zoom, hein, donc vous pouvez vous inscrire. Je sais plus, c'est développer l'amour de soi, je crois, des choses comme ça, ou les schémas répétitifs. Eh bien, à tout bientôt, bonne soirée et bon débat sur ces thèmes de la violence sur les hommes et les femmes. Au revoir à tous. Alors, comment j'arrête là ?